Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous de la matinée pour cette Agora Live Mobilité que vous avez bien le plaisir de suivre ce matin avec une thématique qui est vraiment en plein cœur de l'actualité puisqu'on va parler des motorisations et énergies disponibles face au challenge de la profession de gestionnaire de flotte et de la mobilité avec tout ce qui nous arrive, l'homme, ZFE, ZFT, politique RSE, bref, plein de sigles qui sont même pour les professionnels un peu incompréhensible et on va le voir de plus en plus ubuesque à mettre en place. C'est très compliqué en termes de fiscalité. Justement, on va essayer de vous apporter un maximum d'éclairage ce matin avec notre invité Fabien Noël. Bonjour. Fabien, vous êtes le directeur des ventes corporate Jaguar Land Rover France. Alors, les contraintes des différentes réglementations, normes et obligations européennes, nationales et maintenant locales, ce qu'on voit au niveau des mairies, oblige les gestionnaires de flotte à s'adapter en permanence, eux et les parcs dont ils ont la charge, si je puis dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à s'y retrouver dans cette jungle de sigles, de réglementation? Ça paraît complètement incompréhensible. Comment vous arrivez à avoir une lecture claire aujourd'hui de ce qui arrive en France et en Europe? Alors c'est vrai qu'on observe un empilement des mesures qui sont prises, c'est-à-dire qu'il y a l'Europe qui donne le ton sur un certain nombre de sujets. À cela, chaque territoire, chaque pays a sa propre grille d'application. Et puis plus, je dirais une troisième couche qui est donc les dispositifs locaux mis en place par certaines agglomérations. Donc ça nécessite d'être très averti. Ça nécessite beaucoup d'échanges aussi, beaucoup d'interactions avec les acteurs de tout l'écosystème. Et on a aujourd'hui beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau international, qui effectivement s'occupent de pouvoir analyser toutes ces décisions qui sont prises et qui engagent surtout, je dirais, l'industrie et qui engagent les constructeurs sur plusieurs années. C'est ça aujourd'hui la difficulté, c'est de pouvoir bien lire les différentes dispositions qui sont décidées pour prendre les bonnes décisions derrière d'un point de vue, je dirais, industriel. Alors vous êtes un constructeur mondial, vous êtes très présent en Europe, mais ça va être très compliqué à organiser entre ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en France et en Espagne, c'est complètement différent. Donc comment vous faites pour vous adapter finalement? Absolument, alors il y a un gros travail qui est fait au niveau du manufacturing chez nous, c'est d'avoir des plateformes qui soient, je dirais, les plus flexibles possibles, parce qu'effectivement, suivant le continent, suivant les marchés, on va avoir plus ou moins d'appétence. Alors ça va être pour de l'hybride rechargeable, ça va être pour de l'électrique. Ça va être des territoires encore, par exemple en Amérique du Sud, qui sont très, par exemple, sur du flex-use, de bioéthanol. Donc ça nécessite beaucoup d'agilité dans le manufacturing, ce qui est quelque chose quand même aussi de nouveau pour l'industrie automobile, qui nécessite des investissements lourds et des entreprises où on engage effectivement des partenaires, on engage des fournisseurs sur plusieurs années. Donc ça, c'est vrai que ça nous invite à nous réinventer, et c'est vrai que par exemple pour le groupe Jaguar Land Rover, c'est ce qu'a annoncé Thierry Bolloré, le nouveau CEO, en développement des plateformes qui soient les plus flexibles possibles, justement pour répondre aux besoins des territoires mondiaux. Les différents calendriers fiscaux vous paraissent-ils clairs, avec des échéances qui vont de 2025 à 2050? Est-ce que ça vous paraît aujourd'hui lisible? Alors les échéances, on les a en tête, c'est les objectifs qui nous interpellent un petit peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit, je dirais, sur la fameuse norme Euro 7, qui est celle qui nous anime beaucoup aujourd'hui. La norme Euro 7 qui, effectivement, à horizon 2025, annonce beaucoup de changements et demande aux constructeurs de sortir des véhicules aux performances énergétiques et en termes d'émissions qui soient les plus contenues possibles. On sera sur combien de grammes de CO2, par exemple? C'est-à-dire que la grille, par exemple, de malus, déjà l'année prochaine, on va commencer autour de 120 grammes, et c'est-à-dire qu'à terme, on aura des véhicules qui vont faire moins de 100 grammes. Je veux dire, c'est qu'on va vers des choses, même vers des annonces de zéro émission. C'est-à-dire que beaucoup de constructeurs ont aussi annoncé, à échéance 2030, 2035, d'avoir des choses qui n'émettent rien. Donc déjà, les objectifs environnementaux sont partagés. Après, c'est le calendrier et les objectifs et la cadence à laquelle ça doit être mis en place qui interpelle. Et je le note au plus haut sommet de l'État aussi, parce qu'on a Bruno Le Maire, le ministre effectivement de l'économie, qui a aussi effectivement fait part de ces interrogations sur cette norme Euro 7 qui complexifie beaucoup le travail des constructeurs. Alors justement, quel est votre rôle par rapport aux gestionnaires de parc? Vous êtes vraiment dans le conseil parce qu'ils doivent vous poser des questions. Est-ce que j'achète ce modèle? Est-ce que dans 3 ans ça va changer? Enfin, quel est aujourd'hui votre rôle auprès de ces gestionnaires de parc qui peuvent aussi être un peu perdus
et pas trop savoir, si je puis dire, sur quel pied danser et quel modèle choisir. Oui, on le sent beaucoup depuis quelques mois qu'il y a une vraie interrogation, une vraie attente des gestionnaires de parc qui subissent beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que le travail du gestionnaire de parc qui considérait à dire de toute façon tout le monde en diesel, en calcul de TCO et on va faire ce modèle-là, on sent qu'il est révolu. Donc il y a beaucoup de choses externes qui viennent le contraindre, entre guillemets, dans son analyse. Donc on parlait des normes, mais également internes. On sent qu'il y a beaucoup aussi de sociétés qui avancent sur un sigle qu'on entend beaucoup, c'est la RSE, des choses comme ça. Donc des choses qui viennent complexifier le travail du gestionnaire de flotte. Nous, le travail que l'on fait beaucoup avec eux, c'est déjà d'analyser de la manière la plus claire possible quel sera l'usage des véhicules. Ça, pour nous, c'est fondamental. C'est de dire, est-ce qu'on est sur du véhicule de service ou de fonction ? Quelle est l'accessibilité à l'électrique ? Quels sont les objectifs aussi en termes d'électrification pour chacune des sociétés ? On sait que c'est quelque chose d'important. Et à partir de ce constat-là, c'est de proposer des solutions en s'appuyant par exemple sur les loueurs longue durée, qui sont des acteurs importants aussi sur la clientèle professionnelle, en s'appuyant sur des engagements qui soient le plus flexibles et qui puissent laisser le plus de choix possible à l'issue des contrats. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue sur telle énergie ou est-ce qu'on part sur une autre énergie au bout de 3-4 ans ? C'est de faire en sorte que tous les acteurs, du microcosme de la distribution automobile puissent jouer leur jeu. Et notamment les loueurs longue durée jouent un grand rôle. Jaguar Land Rover, vous avez quand même des véhicules qui peuvent être lourdement malucés. Oui. Comment vous arrivez à conseiller les gestionnaires de parc par rapport à ça ? Alors déjà, ça nous engage, nous, à développer des véhicules qui puissent émettre le moins de CO2 possible, le plus vert possible. Donc c'est vrai qu'on a des véhicules lourds, ça c'est dans notre ADN, surtout le Land Rover qui est quand même le leader du 4x4 Premium, et ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas renier. Là où on accélère beaucoup, c'est sur l'électrification de nos véhicules, que ce soit en hybride rechargeable ou en électrique. Donc il y a un impératif industriel chez nous pour combattre cette notion de poids qu'on combat aussi à travers le manufacturing, mais on sait que la solution pour nous, surtout d'un point de vue fiscal, c'est de sortir des motorisations qui soient le plus vert possible. Alors justement, vous avez sorti FlexFuel, ce qui a étonné beaucoup de personnes, parce qu'on ne s'attendait pas... ça vienne de Jaguar Land Rover. Vous avez des commandes ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'en France, entre guillemets, on est mûr pour ce type de carburant, ou on préfère l'électrique ou encore le diesel dans les flottes ? Est-ce que vous sentez qu'il y a déjà un appétit pour le FlexFuel ? Alors il y a un vrai appétit. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de se rencontrer au moment où on avait annoncé le lancement des véhicules. Et aujourd'hui, avec 4 mois d'opération. C'est l'Evoque notamment. C'est l'Evoque, voilà. C'est 2 modèles importants pour nous. C'est l'Evoque et puis le Discovery Sport sur la marque Land Rover, et puis le E-Pace, le petit SUV sur Jaguar. Et aujourd'hui, on est très agréablement surpris par le niveau de prise de commande que l'on fait sur le FlexFuel, parce que pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, aujourd'hui sur le Jaguar E-Pace, c'est quasiment la moitié de nos ventes qui sont faites sur de l'hybride FlexFuel. Et sur l'Evoque et le Discovery Sport, c'est à peu près une vente sur 3 qui est fait avec l'hybride FlexFuel. Et le pari qu'on a fait de dire voilà, on a aujourd'hui un carburant qui économiquement fait sens avec un dispositif fiscal qui nous accompagne, et surtout ce qui est fondamental, c'est qu'on arrive avec quelque chose qui est monté d'usine, d'origine. Ça aussi, c'est quelque chose qui a fait la différence. Aujourd'hui, on se rend compte que ça perce. On est très bien aidé par le développement des pompes aussi. Un E85, aujourd'hui, on doit être à 2400 ou 2500 stations qui peuvent proposer du FlexFuel. Donc tout ça a créé, je dirais, un alignement des planètes positives qui nous fait prendre un excellent rythme de commande sur le FlexFuel, absolument. C'est une énergie que vous conseillez par exemple aux flottes, le FlexFuel ? C'est quelque chose qui peut être intéressant ? Là aussi, dans notre conseil, avec les flottes, on essaie aussi de faire très attention aux questions de fiscalité. On sait que c'est un produit, le FlexFuel, sur la clientèle de particuliers ou sur la profession libérale, sur notamment tous ces acteurs qui ne sont pas assujettis à TVS, la solution fait parfaitement sens. Dès qu'on va être sur des sociétés, donc des gestionnaires de parc qui vont avoir à régler une TVS, c'est là où il va falloir faire attention, notamment au kilométrage qu'on va faire avec le véhicule. Et on va en revenir à une notion de TCO, de dire voilà, quel est l'avantage carburant évident que je vais retirer au FlexFuel 85, le kilométrage que je vais faire, et vis-à-vis d'une TVS que je vais payer par rapport, par exemple, à une motorisation hybride rechargeable sur laquelle vous serez exonéré de TVS, c'est de voir quel est le meilleur équilibre financier. Alors, les ZFE font peur, en tout cas dans les flottes, parce qu'on se dit on a beaucoup de véhicules, mais qui ne pourront plus rentrer dans les villes. Là aussi, quel est votre conseil par rapport à ça aujourd'hui ?
cette situation qui se développe, qui va se développer en France. Qui se développe, oui. On en revient, je dirais, à ce diagnostic précis de l'utilisation des véhicules. Et là, des fois, on peut avoir des surprises dans certaines gestions de parcs où on met des véhicules à la route parce que voilà, les collaborateurs ont besoin d'un véhicule ou parce que dans l'accord policy, vous avez tel grading dans la société, donc vous êtes éligible à tel véhicule. Et on sent que des véhicules sont mis à la route, pas forcément avec toute l'analyse de l'utilisation de ce véhicule. Même chose sur ce sujet des ZFE, c'est voilà, quel est pour chaque collaborateur son besoin à titre professionnel ou personnel pour aller dans quelle ville et de voir si effectivement là il faut déjà commencer à anticiper, parce qu'on parle du diesel, finalement c'est surtout le diesel qui est ciblé, d'éviter de mettre des motorisations 100% diesel pour des collaborateurs qui seraient amenés à aller dans des zones à faible émission. Mais encore là aussi, on en revient aux propos qu'on avait ensemble au début. On en parle beaucoup, mais le calendrier est précis, je dirais, dans 2-3 grandes agglomérations, Paris par exemple, quoique. Mais aujourd'hui, on a encore besoin d'encore plus de visibilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont faites. On va rentrer dans une année électorale, je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup d'annonces qui vont être faites. Mais nous, voilà, on a besoin aussi, les constructeurs, la distribution et les gestionnaires de parcs, d'avoir beaucoup de clarté et de visibilité sur les timings annoncés. Quand on se lance dans des nouvelles carburations, ce ne sont pas de nouvelles carburations, parce que ça existe depuis longtemps, mais enfin, on va dire que c'est remis au goût du jour, comme le flex fuel. Est-ce qu'il y a une question qui se fait sur la valeur résiduelle, par exemple? Est-ce qu'on vous pose la question? Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Ça fait partie aussi, quand on a fait l'analyse de prendre la décision d'introduire le flex fuel, la partie valorisation est quelque chose de fondamental, surtout pour des marques comme Jaguar Land Rover qui ont toujours traditionnellement des valeurs résiduelles hautes, parce qu'on a la chance d'avoir un marché de l'occasion très dynamique sur nos marques, avec des véhicules qui sont recherchés. Et ça, c'est un travail qu'on a mené avec tout l'environnement et tout l'écosystème. Donc ça a commencé avec les loueurs, ça a commencé avec les gens qui font les valeurs résiduelles, donc je ne vais pas les citer, mais il y en a quand même 2-3 importants en France, pour juger surtout de la pertinence au niveau du véhicule d'occasion. Et l'hybride flex fuel, il aura toujours cette pertinence, même au niveau du réachat en véhicule d'occasion, d'avoir accès à de l'essence à 0,65 centimes du litre. Et ça, c'est quelque chose qui donne beaucoup de poids et qui nous permet de maintenir ce bon niveau de valeur résiduelle. Associé à cela, un prix, là aussi on parlait des motorisations hybrides rechargeables, on est sur des véhicules du coup thermiques classiques qui permettent aussi de contenir le prix. Donc un prix contenu, un remarketing du véhicule qui permet d'avoir accès à rouler sur du flex fuel, permettent d'avoir un niveau de valeur résiduelle qui soit très bien maintenu. Est-ce que le département RSE est devenu maintenant un de vos interlocuteurs? Parce qu'on le voit en interne dans les entreprises, on l'entend de la part des gestionnaires de flotte. Il y a entre guillemets une pression en interne, vous l'évoquiez, pour être plus vert que vert, qui en termes économiques n'est pas forcément, on va dire, viable toujours, mais c'est en termes d'image surtout. Oui. Comment vous conseillez par rapport à ça? Est-ce que vous avez affaire davantage à eux? Et quelle est aujourd'hui, est-ce que les situations évoluent dans vos relations? Oui, c'est très clair depuis 1 an, depuis 1 ou 2 ans. On le voit à travers les appels d'offres, surtout. Ça a commencé avec les appels d'offres de grandes sociétés qui effectivement intègrent cette dimension RSE, qui est de plus en plus prégnante, de plus en plus sensible, on le sent. Et dès le départ, dans les échanges commerciaux, dans les échanges de coopération qu'on peut avoir avec les sociétés, on sent que la question du RSE arrive tout de suite. Alors, avec plus ou moins de maturité, je dirais, sur les groupes. Bon, ça, c'est une analyse personnelle, plus ou moins de maturité. Mais c'est vrai que le TCO pur, le calcul économique pur, n'est plus la seule donnée viable dans une prise de décision. Et la RSE, l'empreinte carbone que vont laisser chaque société et les engagements, je dirais, verts qu'ont chacun des groupes avec lesquels on collabore, ont de plus en plus de place dans la prise de décision d'acquisition d'un véhicule. Et ça, c'est très très clair. Est-ce qu'aujourd'hui, votre rôle aussi est on va dire, de A à Z, c'est-à-dire d'installer aussi, par exemple, des bornes? Est-ce que ça, vous êtes maintenant acteur dans l'installation de bornes? Ou vous faites appel à des prestataires? Comment ça fonctionne aujourd'hui vis-à-vis des sociétés? Vous les conseillez, mais aussi, est-ce que vous êtes acteur en leur disant, voilà, on peut prendre en main toute votre politique et mettre en place on va dire, le fait de verdir le parc, quoi. Comment ça se passe? Alors nous, chez Jaguar Land Rover, au niveau français, on s'appuie, je dirais, sur 2 partenaires principaux qui, effectivement, sont très experts dans l'installation de bornes. Alors, nous, notre travail, en tout cas, on considère que c'est notre travail en tant que constructeur,
c'est de faire le bon diagnostic avec les gestionnaires de parc, de s'assurer de l'accès à l'électrique pour les collaborateurs, que ce soit au milieu professionnel ou domicile, donc de faire cette analyse pour aller sur la bonne motorisation. Et ensuite, avec le concours de nos réseaux de concessionnaires, on s'appuie sur des sociétés qui vont être en capacité de pouvoir accompagner les entreprises pour installer, que ce soit sur le lieu de travail ou que ce soit sur le lieu personnel, également à domicile, solutions. ça se passe Absolument, à domicile. oui. Et d'ailleurs, quand on parle de diagnostic et d'utilisation du véhicule, c'est là souvent que le bas blesse quand on parle d'électrique. C'est de dire, de se contenter, entre guillemets, de dire, écoutez, moi de toute façon j'ai un parking avec plein de prises, très bien, mais on se rend compte que le collaborateur, si on veut qu'il adopte l'électrique et si on veut qu'il l'utilise à bon escient, très rapidement, notamment sur les véhicules 100% électriques, il va falloir aussi penser à une installation à domicile. Alors l'hybride rechargeable, alors il y a eu pas mal de polémiques parce qu'en fait, on s'aperçoit des polémiques sur les consommations, les émissions de CO2 et dioxyde, mais on va dire que c'est surtout parce qu'on ne recharge pas la voiture, c'est ça. Est-ce que c'est le cas aussi dans les flottes? Ça, vous le remarquez? Et est-ce que vous êtes conseil par rapport à ça, à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous dites, est-ce qu'il y a une éducation qui doit être faite? Comment ça se passe aujourd'hui? C'est vrai, quand on passe du diesel à l'hybride rechargeable, c'est pas les mêmes réflexes adoptés. Je pense qu'on est dans un deuxième temps, je dirais, du déploiement de l'hybride rechargeable. Je pense que le premier temps, c'était super, on a trouvé une solution qui nous évite de passer par une imposition forte en termes de malus ou de TVS. Voilà, si on dit les choses de manière très pragmatique, encouragé par le législateur, qui a mis des bonus, qui a fait des exemptions de TVS, qui a fait des récupérations de TVA, donc tout un arsenal fiscal qui a permis de pousser les entreprises à aller vers les hybrides rechargeables. Là, on arrive dans un deuxième temps, où après 1, 2, 3 ans d'utilisation, les premiers bilans sont faits. Et effectivement, vous le disiez, l'hybride rechargeable, ça fonctionne, et le TCO est au rendez-vous si vous rechargez le véhicule. Et là, on est dans cette phase de constat. On est dans cette phase de, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce que je dois mettre en place, et je parle des gestionnaires de parc, mais qu'est-ce que je dois mettre en place pour que les collaborateurs, effectivement, se disciplinent à recharger leur véhicule. Donc j'ai une responsabilité sur le lieu de travail, mais j'ai aussi une responsabilité, moi, sur l'accès à l'électricité au domicile et surtout dans la façon dont j'organise le travail des collaborateurs. Donc pour moi, on est dans ce deuxième temps de retour d'expérience, de dire oui, très bien, hybride rechargeable, pas de malus, pas de TVS, véhicule green, très bien, mais si on veut être au rendez-vous économique, il y a un certain nombre de réflexes et il y a un écosystème à créer autour de ça. Et on est vraiment dans ce temps-là aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la formation à faire? C'est-à-dire que pour les utilisateurs de voitures, tout simplement, c'est vrai qu'on découvre, alors on a beau entendre parler, mais une fois qu'on est au volant, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, bien l'utiliser, l'optimiser pour que ça soit effectivement un rendement maximal. Et est-ce qu'il y a de la pédagogie, vous pensez, à faire au sein des entreprises? Il y a au sein des entreprises, au sein des réseaux de distribution aussi. Je crois que c'est aussi ce deuxième temps d'utilisation de l'hybride rechargeable, il s'applique pour les gestionnaires de flotte, pour les utilisateurs, mais il s'applique aussi pour la profession automobile. De dire, voilà, quand on livre, et c'est ce qu'on demande à notre réseau Jaguar Land Rover, et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup, il y a une phase de diagnostic de quelle est la bonne motorisation pour chacun des clients, mais au moment où le véhicule est délivré, c'est de s'assurer que l'utilisateur comprend l'importance de recharger par exemple un hybride rechargeable, comment on le recharge, et de lui mettre pourquoi pas à disposition toutes les applications qui existent pour déterminer où sont les bornes quand il y a des trajets un peu plus importants à faire. Donc je pense qu'il y a une vraie responsabilité des réseaux, des gestionnaires de parc, et ce besoin de formation, je suis totalement d'accord avec vous, et on est en plein dedans sur cette deuxième phase d'acquisition de l'hybride rechargeable. Ouais. Avec l'évolution de la fiscalité et de toutes ces mises en place de politiques dans les villes notamment, le diesel est encore aujourd'hui viable. Est-ce qu'il est encore rentable? Alors vous allez me dire pour les longues distances, j'imagine que oui, mais alors est-ce que c'est compliqué? Parce que si on doit rentrer dans les villes, voilà, quelle est aujourd'hui l'interrogation et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, si on a une vision vraiment franco-française, on se rend compte finalement qu'on a une espèce de fracture entre, le mot est peut-être un petit peu fort, mais entre une utilisation urbaine d'un véhicule
dans des zones à ZFE où clairement le diesel, ça va quand même être très difficile d'opérer, et une utilisation en province, où je dirais la notion de ZFE est un petit peu plus éloignée, et où surtout, je dirais, le calcul économique que fait un ménage quand il acquiert son véhicule est toujours évident pour acheter un véhicule qui soit diesel. Voilà, donc on est sur quelque chose de très fragmenté, et on le voit à travers aussi l'utilisation du transport. On voit que dans les grandes villes, les gens qui vont au travail utilisent 60% des transports en commun, en province on est à 10%. Donc on est obligé d'avoir cette analyse duale, de dire voilà, il y a sûrement une utilisation urbaine où le diesel va être, écarté de manière certaine, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. Et puis il y a cette utilisation, je dirais, province, dans les territoires, où là, à l'heure où on se parle, point d'interrogation. Voilà. On sent qu'il y a une conscience quand même citoyenne chez tout le monde d'aller vers des véhicules qui soient le plus propres possible. Encore faut-il que d'un point de vue économique, le client, qu'il soit particulier ou professionnel, s'y retrouve. Et c'est là qu'est la question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a suffisamment de bornes aujourd'hui de recharge en France? Parce que sur le domaine public, c'est-à-dire que si je fais un trajet dans le cadre du travail, mais que je dois recharger ma voiture, est-ce qu'il n'y a pas une crainte par rapport à ça? Il y a un manque de bornes. Ça, je crois qu'il faut le reconnaître. C'est ce qui aujourd'hui pénalise peut-être la montée en puissance du 100% électrique. Alors, les constructeurs, avec de plus en plus de modèles, avec leurs solutions, il y a des réseaux de charge aussi qui sont en train de se remettre en place, mais on sent qu'il y a une petite marche qui a été ratée très certainement au niveau de la mise à disposition des bornes. Nous, ce qui nous rassure, c'est qu'on sent qu'il y a quand même une volonté déjà politique affichée de déployer ces bornes, associée à cela à des performances en termes de batterie qui seront de mieux en mieux, de mieux en mieux. Voilà, donc. Par exemple, une batterie, vous pensez que dans 5 ans, on aura quoi, 20% plus d'autonomie, ou on est dans quel ordre? Je pense que oui, à échéance 3, 4, 5 ans, on sera, tous les véhicules, je dirais, de catégorie moyenne auront plus de 500 km d'autonomie, voire plus. En tout cas, c'est les annonces qui sont faites par beaucoup de constructeurs. Et sur la partie hybride rechargeable, on aura des véhicules qui pourront rouler entre 80, 90, 100 km en tout électrique. Donc je pense qu'un développement des bornes de recharge associées à des batteries qui soient de plus en plus efficaces et efficientes vont faire décoller les ventes de 100% électriques et d'hybrides rechargeables, c'est certain. Alors, je ne vous pose pas une question piège, mais ça concerne Londres, parce que Jaguar Land Rover est vraiment très implanté, évidemment. Oui. En Angleterre, au Royaume-Uni. La ville de Londres a mis en place des zones très restreintes, on a des caméras depuis longtemps. Oui. Paris veut faire un petit peu la même chose, en train de restreindre les zones de circulation. Vous savez comment le marché s'est un peu adapté dans une ville comme Londres, qui peut être un peu une ville test pour les autres villes européennes? Oui, alors, ce qu'on constate, nous, ce qui fait le succès a priori de Londres, c'est qu'il y a un écosystème qui permet de compléter, c'est toute la logistique du dernier kilomètre. Là, on sera peut-être sur du dernier 5 ou 6 kilomètres, mais on sent que c'est une ville qui a quand même, en termes de transport commun, en termes de capacité de parking, ont mis des choses abouties en place. J'ai pu l'expérimenter moi-même quand je reviens au siège européen et on expérimente la vie dans Londres. On sent bien qu'il y a un vrai écosystème qui s'est créé autour. Et que les Londoniens se sont habitués effectivement à faire une première partie de trajet en véhicule et quand il faut aller dans Londres, de pouvoir utiliser les autres systèmes de mobilité. Aujourd'hui, le constat sur Paris, pareil, qui n'engage que moi, c'est que si on met en place ce type de dispositif, il faut absolument s'assurer que tout fonctionne autour. Et par exemple, le cas des parkings, qui est quand même quelque chose qui est quand même frappé du sceau du bon sens. Mais aujourd'hui, si vous ne mettez pas en périphérique des parkings pour que les gens puissent faire les 4, 5, 6 derniers kilomètres dans les villes, ça va être très compliqué. En tout cas, nous, c'est la leçon qu'on retire de l'expérience londonienne. Alors, il y a des choses qui marchent moins bien, mais qu'on ne peut pas prendre une décision isolée sans penser à l'utilisation qui est faite par les... un écosystème. Tout un écosystème. On en revient à l'écosystème. C'est-à-dire des décisions qui sont prises sans remettre tout en perspective peut amener à ça peut être contre-productif. Ce dernier kilomètre, ça peut vous interroger aussi sur le... On voit un certain nombre de constructeurs qui commencent à réfléchir sur des petits modèles, etc., qui seraient adaptés pour ce dernier kilomètre. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez aujourd'hui chez Jaguar Land Rover ? Alors, c'est toutes ces choses qu'on entend autour des mobilités douces, notamment. Tous les sujets sont liés, finalement. C'est de dire, ce dernier kilomètre, on peut le faire avec un véhicule qui soit le plus petit possible, le moins émetteur possible, ou alors on peut le mettre en complétant
avec par exemple tout ce qui est tous ces bike sharing, par exemple des vélos, des choses comme ça. Et on sent bien que les constructeurs, on est aussi dans cette deuxième, troisième phase d'analyse de l'écosystème, de dire un constructeur automobile, où s'arrête aussi son travail. Et son travail, peut-être qu'il s'arrête à, voilà, moi je vous ai emmené jusqu'au lieu qui vous permettent d'avoir accès à une mobilité douce, facile, simple d'utilisation pour faire vos 2-3 derniers kilomètres. Et je pense que là aussi, c'est un enjeu sociétal aussi pour les constructeurs. Alors Fabien Noël, ça passe très très vite. Est-ce qu'il y a des questions? Je me tourne vers Laurent Courtois. Est-ce qu'il y a des questions de la part de ceux qui nous regardent ce matin? Oui, bonjour, nous avons plusieurs questions. Donc, la première, c'est pouvez-vous nous parler de la fiabilité du moteur FlexFuel dans le temps? Voilà. Ah, ouais, oui, c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que là aussi, quand on a pris la décision d'introduire le FlexFuel, on sait qu'il y avait quelques interrogations autour du montage de boîtier. Nous, la décision qu'on a prise, c'est de venir avec des choses qui soient installées d'usine, montées, garanties. Et donc cette fiabilisation, elle a été faite par nos équipes d'ingénieurs, aussi parce qu'on l'a expérimenté sur le marché sud-américain, sur plusieurs années. Et donc aujourd'hui, on est très confiant et ça se passe plutôt bien, les livraisons se passent plutôt très bien. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur le moteur. Enfin, c'est vrai qu'au Brésil, par exemple, c'est très développé. C'est très développé. Ouais. Voilà. C'est très développé. Et c'est ce qui a fait prendre nos décisions, c'est qu'on y met quelque chose d'abouti. Voilà, parce qu'on sait que ça fait partie des interrogations, des choses qui peuvent un petit peu gêner le développement de l'E85. Mais les gestionnaires de flotte peuvent vous dire on consomme un peu plus aussi avec le FlexFuel. Oui. Est-ce qu'on s'y retrouve? Oui, parce que alors nous, sur Jaguar Land Rover, on est entre 15 et 20% d'utilisation supplémentaire, parce que la puissance énergétique est moins importante. Mais quand on rapporte au coût du carburant qui est à 0,65 ou 0,7 il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça fait rêver. Allez, quelques questions, Fabien Noël, rapides pour terminer. Oui. On va faire le vrai ou faux. La gamme Jaguar entièrement électrifiée, vrai ou faux, Jaguar Land Rover? Sur Jaguar, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, à horizon 2026, 2026, on aura donc 100 véhicules. C'est demain, absolument. On aura 100% des véhicules Jaguar qui seront 100% électriques. Et pour Land Rover, à horizon 2030, on aura 60% des véhicules qui seront 100% électriques. Oui. Alors, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le FlexFuel, la part du FlexFuel, elle sera importante ou ça sera marginal? Elle sera importante pour nous, en France, sur notamment la clientèle de particuliers et professions libérales. Et aujourd'hui, sur les 4 premiers mois, on est à quasiment 50% des ventes FlexFuel qui sont faites sur Jaguar E-Pace. Donc il y a un vrai intérêt et le mix des ventes va continuer d'être important sur cette année. Ouais. L'hydrogène peut arriver chez Jaguar Land Rover? Alors notre CEO mondial Thierry Bolloré a fait l'annonce qu'on allait expérimenter l'hydrogène, qu'on allait commencer à faire tourner quelques véhicules tests en Angleterre, mais à ce stade, je ne peux pas vous en dire plus si on va le déployer ou pas en France. Mais en tout cas, on va faire des tests. Quelle est la part de vente aujourd'hui pour les flottes de tous ces véhicules électriques? Est-ce qu'il reflète le marché grand public ou il est en amont, où il y en a plus? Non, il est important, et on le voit à travers les immatriculations. On sent que sur le marché professionnel, la part de l'électrique est beaucoup plus importante aujourd'hui sur le professionnel que sur le particulier. Et aujourd'hui, sur des marques comme les nôtres, quand on prend tout le périmètre Jaguar Land Rover, on est quasiment à 2 ventes sur 3 au niveau global qui sont faites avec une technologie dite électrifiée. Donc, oui, ça peut être l'hybride. Absolument, ça peut être électrique ou hybride rechargeable. 2 ventes sur 3. Et il y a 2 ans, on était à combien? On était peut-être à 1 vente sur 10. Donc 2 ventes sur 10. Non, il y avait un vrai boom. La révolution est en marche. Merci beaucoup Fabien Noël. On pourrait vous écouter longtemps parce que le sujet, franchement, intéresse tout le monde et est en pleine révolution. Prochain webinaire à 9h35, donc dans 5 minutes, consacré à la transition énergétique des flottes. Financement, subventions, notamment en Ile-de-France. On reste sur le même thème avec Total Mobilité. À tout à l'heure. Merci.